parles avec elle? Non, non. Si, tu parles. La pluie, le beau temps, bonjour, bonsoir, comment ça va? Voilà, comment ça va? Non, non, juste comme ça. Avec geste. Avec geste. Quel geste, Charles, tu me fais peur. Elles entrent. Et aussitôt, avec leurs yeux, tout en répondant avec leur bouche, elles t'interrogent. Elle m'interrompt. Avec leurs yeux. Mais non, non. Toi, tu penches la tête, tu tords des mains, Mais non, jamais, jamais. Pourquoi tu dis ça? tu les fais entrer dans le salon, La salle d'attente, oui. tu t'y glisses avec elles, vous sortez vos mouchoirs et vous chuchotez en vous tamponnant les yeux. De quoi tu me parles, Charles? Et après, elles entrent tête basse dans mon cabinet. Soupirent en me voyant, bougent la tête, soupirent à nouveau, essuyage appuyé des yeux, nouveau soupir, mouchage, remouchage. Tout ça tandis que moi j'attends qu'elles daignent ouvrir leur bouche et fermer leurs yeux. Qui aime aller chez le dentiste, Charles? Qui? Personne, je sais. Encore moins quand le dentiste et sa femme ont une fille déportée et l'autre au couvent. Je n'ai jamais parlé de ça avec personne. Jamais, jamais, je te jure, avec personne. La prochaine fois que tu n'en parleras pas, dis bien qu'il n'y a rien de nouveau. Sauf que désormais, si notre fille ne veut plus nous voir, on ne veut plus la voir non plus. Et pourquoi tu dis ça? Pour que tu saches quoi dire quand tu ne dis rien. Et jamais je dirais une chose pareille. Pourquoi je dirais ça? Pour que chaque cliente cesse de faire une gueule d'enterrement en se hissant sur mon trône. Et qui on attend là? Pour qu'elles économisent leur pitié afin de la distribuer à d'autres qui en ont plus besoin que nous. Et surtout, surtout, pour qu'elles cessent définitivement d'encombrer ma salle d'attente. Tu veux chasser tes patients, Charles? Je veux renouveler totalement mon fonds de clientèle, oui. Je ne veux voir que des gueules réjouies qui ne connaissent rien de nos vies et de celles de nos filles. Des clients qui se foutent des déportés des Veldives, des Gaz et même, béni soit-il, des Carmélites. Je ne veux comme clients que d'anciens miliciens édentés, que d'ex-collabos dents pourries, des rédactrices de lettres adonnées, que je puisse leur arracher les nerfs à vif. Charles, ça sonne. Oui, bah ça sonne, va ouvrir. Qui sait encore? Madame Suzanne. Oh. Madame Suzanne et son morveux aux dents gâtées. Une mine d'or, ce gosse. Pour un dentiste qui ignorait que son père est parti dans le convoi précédant celui de... C'est toi qui ne veux pas la faire payer. Elle veut, elle travaille. C'est ça. Je vais faire payer une veuve de déporté. Et puis qu'est-ce que t'as trituré ton mouchoir? Je suis ennuyée. Oui, voilà. Attends, tu sais quoi dire? Rien, je te dis. On n'a jamais parlé de ça. Jamais. Pourquoi elle pleure alors? Mais tu ne crois pas qu'elle a ses propres raisons de pleurer, Charles? Ses propres raisons? Il n'est pas arrivé? Oh, le fiston. Il revient du football. Il joue au football? On avait rendez-vous en bas. Mais quand j'ai vu que l'heure était passée, je me suis dit qu'il avait dû monter sans m'attendre. Il n'aurait pas fait ça, Madame Suzanne, il n'aurait pas fait ça. Oh là 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 là. Bonjour, Madame Suzanne. Bonjour, docteur. Seul? Il arrive. Il revient du football. Ah, il joue au football. Avec ses lunettes. Ah, il les enlève, docteur. Mais bien sûr, il les enlève. Il m'en a déjà cassé 2 paires. Et il voit la balle sans ses lunettes? Un ballon, docteur. C'est gros, Charles, tu sais bien. Bon, eh ben écoutez, pour ne pas perdre de temps, venez montrer vos caries. Mais j'ai pas de carré, docteur. Et appelez-moi R professeur. Pardon? Docteur, j'aime pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, Madame Suzanne. Appelez-le Monsieur Charles, il me plaisir. J'ai toujours une bonne dent. Vous n'avez pas de carie et vous pleurez. C'est plutôt ma femme et moi qui devrions pleurer. Hein? Si plus personne n'a de carie, qu'est-ce qu'on devient, nous? Le petit tient pas de vous, hein? Toutes ses dents sont pourries. Il a mangé du sucre pendant la guerre. Mais le sucre, c'est nocif pour les dents. Vous ne gavez pas de sucrerie, au moins. Mais des sucreries, où j'en prendrais des sucreries, moi? Chez les Américains. Parce que je connais des Américains, moi. Oui, c'est parfait. À 20 ans, il n'aura plus une dent dans la bouche. À moins qu'il ne se décide à les laver d'ici là. Il se lave, bien sûr, il se lave. Tous les matins. Tous les matins, bien sûr.
Les dents aussi? Bien sûr, les dents. Sauf quand il est en retard. Il n'aime pas arriver en retard. Ben, je vois ça. Non, mais à l'école, je veux dire. Ah. Et s'il loupe un matin, il se rattrape le soir? Se laver les dents le soir? En Amérique, ça se fait. Bah, le soir, il tombe de sommeil. Il a besoin de beaucoup de sommeil. Eh ben parfait. À 20 ans, il aura plus une dent dans la bouche. On lui mettra un appareil. Ça se lave tout seul dans un verre d'eau près du lit. Bonsoir. Je suis l'auteur. Enfin, l'acteur censé représenter l'auteur. Là, il a entre 11 et 12 ans. Il rentre du football. Sa mère avait fini par lui acheter la panoplie complète. Ce jour-là, il ne lui manquait plus que les protèges tibias. Quand il les a eus, 2-3 mois après environ, il a définitivement arrêté le foot. Sans ses lunettes, il ne parvenait même pas à se situer sur le terrain. Il courait dans tous les sens sans jamais toucher la balle. Quand il entendait crier « Tête! Tête !», il savait qu'il devait protéger son crâne de ses 2 avant-bras pliés et ne plus bouger. Un jour, cependant, la balle l'a touché de plein fouet à un endroit stratégique. Un tir énorme, à bout portant, qu'il a intercepté et dévié avec sa jambe du milieu. Il a cru un temps ne plus jamais pisser. Cette action mémorable, tout en méritant un but à son équipe, mit fin à sa carrière de footballeur. À l'époque, il avait tellement de caries qu'il passait une grande partie de ses loisirs sur le siège des douleurs de M. Charles, qui mordillait sans cesse sa lèvre inférieure dès qu'il approchait le moindre appareil de sa bouche. Pour tout dire, M. Charles lui faisait terriblement peur. Plusieurs fois, il voulut changer de dentiste, mais sa mère lui répétait à chaque nouvelle demande Il a tellement souffert pendant la guerre. Toi aussi, tu as souffert? Oui, mais apparemment moins que le dentiste et sa femme. Une fille déportée sans retour pèserait-elle plus lourd qu'un père perdu, qu'un mari disparu? Où se trouve le pèse-souffrance? Le maître étalon en matière de douleur. Il souffre encore. Murmurait Suzanne en s'essuyant les yeux avec son petit mouchoir de manche. Donc, puisqu'il souffrait encore, et beaucoup, 2 fois par semaine. À l'époque, on tuait les nerfs en plusieurs séances. 2 fois par semaine, JC devait s'asseoir sur le siège des douleurs de M. Charles. Quelquefois, Suzanne s'arrangeait, malgré sa charge de travail pour l'accompagner, officiellement pour soutenir son fils, officieusement pour soutenir Clara et s'informer de l'évolution de la tragédie. Pour la bonne compréhension de la dite tragédie, que l'auteur, de son propre aveu, n'a pas su ou pas voulu écrire classiquement, je dois préciser que, outre l'auteur enfant, j'incarne également dans cette histoire la plupart des salopards ou casse-pieds qui croisent le couple Spodek, Charles et Clara, son épouse aimante et furtive. Je participerai également au cœur antique, comme dans toute tragédie non dentaire dite classique. L'action se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aviez deviné, non? Vieille histoire, je sais. Vous avez déjà entendu parler de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les Spodek, Suzanne, l'auteur, son frère et quelques autres, c'était encore tout neuf. Inédit, pour ainsi dire. Si je parle trop, n'hésitez pas à siffler ou à sortir comme ferait n'importe quel spectateur d'aujourd'hui pour qui la Seconde est une histoire archi-rabâchée, comme l'était la guerre de 70, la perte de l'Alsace-Lorraine ou la Commune pour l'auteur enfant. Quand reviendra-t-il le temps des cerises et guerre aussi? Mais qui se souvient de ce goût de cendre dans la bouche des pères? Qui se souvient de l'amertume brûlante dans les larmes des mères? Qui se souvient de ces enfants rachauds avec des trous dans la poitrine, nerveux, si nerveux? Ils crient la nuit, docteur, dans leur sommeil. C'est les vers. La tragédie, déjà. C'est les vers, Madame Suzanne. Donnez-leur chaque soir une cuillerée de vermifuge lune et chaque matin une bonne cuillerée à soupe d'huile de foie de morue. Bon, vous avez raison, Je sens mes camarades s'impatienter et vous-même sûrement sur les dents. Donc, JC est entré. Clara l'a embrassé. Suzanne grondait pour son retard.
Il s'est assis, jambes nues, avec ses genoux cagneux, bouche ouverte, sur le siège des douleurs. Monsieur Charles l'a inspecté, a découvert une nouvelle béance, un nouveau garde-manger bien garni. Il a mordillé sa lèvre inférieure, puis il a laissé tomber le verdict. À 20 ans, t'auras plus de dents dans la bouche. L'enfant a acquiescé et a demandé « Qu'est-ce que j'aurais alors? Un appareil ?» C'est nouveau? Pardon. Le carillon. La sonnette, vous avez changé la sonnette? C'est moche. Ah, vous êtes un ancien patient? Enchanté, j'ai toutes les fiches de mon prédécesseur. Pratique. Hélas, je ne reçois guère de ces anciens clients. Je sais pourquoi. Vous voulez bien passer dans la salle d'attente? Toujours à la même place? Mais je n'ai changé que la sonnette. Si vous voulez bien vous donner la peine. Oh, inutile. Je suis Charles Spodek, chirurgien dentiste. Vous êtes venu faire du grabuge? Quel grabuge? Je ne le vous conseille pas. Je rentre chez moi. Chez vous? Écoutez, ce n'est ni le lieu ni le moment de plaisanter, je travaille. Et moi, je ne demande que ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce type. Ça sort donc de ses où? D'un placard, madame. Placard à balai. Ça prétend rentrer chez lui. Mais on a acheté le cabinet et l'appartement libre. Tous les papiers sont visés par la préfecture et le commissariat au... Le tribunal de commerce, le conseil de l'ordre. Je crains que vous ne vous teniez pas assez au courant de l'actualité. J'en étais sûr. Il fallait que ça tombe sur moi. Mais on n'en a jamais fini avec eux. Emmerdement sur emmerdement. Bon, ça suffit. Sortez, sortez, monsieur. Sortez de chez moi ou j'appelle la police. La police n'est plus de votre côté, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, si vous ne sortez pas gentiment, mon mari va vous sortir. Allez, René. Après ce que je viens de traverser, madame, personne ne me fera sortir. Pas même René. Oh, si c'est comme ça que vous espérez vous faire accepter. Accepté par qui, madame? Mais je vous conseille de ne pas trop la ramener, hein. Non mais, t'as vu ce toupet? N'essayez pas de vous venger sur les Français de ce que les Allemands vous ont fait. Nous aussi, on a dégusté, vous savez. Et nous, on est restés à Paris. On n'a pas été se planquer. Vous vous présentez ici, vous faites passer pour un client, c'est pas les façons ça. C'est pas les façons, allez. Vous avez 15 jours pour quitter les lieux. 15 jours de plus que j'ai eu, moi. Je vous laisse le journal officiel. Lisez, c'est édifiant. Nous retrouverons au tribunal, monsieur. Méfiez-vous. Même les juges ont changé de camp. Que vous dites? Que vous dites? Les 15 jours durèrent 30 mois, malgré les décrets parus et l'intervention du service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation. Nouvellement créé, L'acheteur de bonne foi, René Bertrand. se trouvant être ancien combattant 14-18 avec croix de guerre. Enfin, avec l'appui du Conseil de l'Ordre des dentistes, nouvellement créé, afin de succéder à la section dentaire de l'Ordre des médecins, René Bertrand fut recasé en face, 100 mètres plus loin, afin qu'il ne devienne pas une malheureuse victime de la réintégration des Israélites. Paris, le 15 octobre 1942. À monsieur le commissaire général aux questions juives, 1 place des Petits Pères, Paris. Monsieur, je sous-signais René Bertrand, ancien combattant, croix de guerre 14-18,
chirurgien dentiste, diplômé 100% français, exerçant actuellement à Clamart, Seine. Désireux de reprendre un cabinet rendu disponible à Paris par l'application des lois anti-juives, j'ai l'honneur de solliciter de la part de vos services la marche à suivre ainsi qu'une liste de cabinets disponibles dans les 10e, 11e, 12e et 18e arrondissements de Paris. Par avance, je vous en remercie et vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. René Bertrand. Le commissariat aux questions juives. À monsieur René Bertrand. En réponse à votre lettre du 15 octobre 1942, je vous adresse la liste des cabinets dentaires provisoires. Je vous prie de prendre contact avec ces susdits administrateurs, ainsi qu'avec la section dentaire du Conseil de l'Ordre des médecins. Durant les 30 mois que durèrent la procédure, Charles exerça à mi-temps dans un dispensaire de Lauzet, rue du Paradis. Clara, quant à elle, devint finisseuse dans un atelier de confection pour hommes. Durant ce laps de temps, ils eurent tout le loisir de déchiffrer le sens exact du mot « déporté ». Ainsi apprirent-ils le sort subi par leur fille cadette, Jeannette. Ils en informèrent l'aîné par lettre, puisqu'au couvent où ils l'avaient confié juste après l'arrestation de Jeannette à la sortie du lycée, la mère supérieure leur expliqua que pour des raisons évidentes de sauvegarde, elle avait fait déplacer leur fille aînée dans un établissement de la communauté quelque part en Espagne début 1944. Elle s'y trouvait encore, en très bonne santé, et y faisait de très bonnes études. Lors d'une seconde visite à cette même mère supérieure, ils proposèrent de se rendre immédiatement en Espagne pour reprendre leur fille. La mère supérieure, très attentionnée, leur expliqua que l'annonce par écrit, sans doute formulée maladroitement, de la disparition de sa sœur cadette l'avait si profondément choquée qu'elle ressentait, momentanément, il va sans dire, le besoin pour se reconstruire de retraite, de calme et de stabilité. Face à l'affolement de Charles et Clara, la religieuse leur conseilla plutôt d'écrire une bonne lettre, pleine d'espoir, qui l'aiderait à surmonter cette terrible et douloureuse perte. Les Spodek se rangèrent à son avis et regagnèrent leur chambre de bonne. Clara, s'efforçant d'écrire de bonnes lettres pleines d'espérance, qui restèrent toutes sans réponse. Charles, quant à lui, se consacra plus que jamais à la reconquête de son trône des douleurs. J'ai de très bonnes nouvelles de notre fille, votre fille bien-aimée. Et je suis chargée par elle de vous transmettre ses plus affectueuses pensées. Merci. Pourquoi ne répond-elle pas à nos lettres? Elle a choisi momentanément
de se réfugier des bruits du monde. Et ses parents font partie des bruits du monde? Quand peut-on la voir? Ou même lui parler, ne serait-ce que par téléphone? Elle souhaite avant tout que vous retrouviez vite calme et paix intérieure. Et si je puis ajouter un message personnel, je vous engage très vivement à vous tourner vers la prière, afin d'y puiser vous aussi force et réconfort. Mais elle sait. Et vous savez que nous ne faisons pas partie de votre paroisse. Quand bien même, les Israélites prient. Priez également, priez. Mais je ne prie pas plus votre Dieu que le prétendu mien. J'ai peine à vous suivre. Ma femme et moi sommes athées. Et je trouve même au mot athée une connotation trop religieuse à mon goût. Et vous vous étonnez Je m'étonne de quoi? que votre fille cherche une autre voie? Mais on s'étonne de rien. On veut juste la voir, pouvoir la serrer dans nos bras et pleurer. Je vois pas en quoi cela regarde Dieu ou qui que ce soit. Exprimez votre souhait par écrit. Je lui transmettrai moi-même en lui rendant compte de votre visite. Il y a une chose, monsieur Spodek, que je ne saisis pas. Vous dites ne pas croire en votre Dieu, mais cependant, vous prétendez être israélite, non? Vous pouvez dire juif, ma sœur. Juif, soit. Peut-on être juif sans pratiquer la religion juive? Madame, enfin mère, sœur, supérieure, ou qui que vous soyez là, je suis présentement trop agité pour tenir une controverse sur ce thème. Et je pourrais, si je ne me retenais pas violemment, me mettre à hurler fort. Fort. Très fort. Charles, je t'en prie. Je ne m'associe pas à la démarche de mon épouse. Moi, ce que je veux, ce que j'exige, c'est qu'elle vienne ici à l'instant me dire en me regardant dans les yeux, « Papa, c'est moi, et moi seul, qui ai décidé de me cloîtrer, de me retirer du monde. » Mais elle ne veut surtout pas se retirer des bruits du monde. Elle veut être utile au monde, En se séparant de ses parents. en se rapprochant de celui qui est foi, amour, espérance et résurrection. Parfait. Qu'elle vienne me le dire elle-même. J'y ai droit, non? Clara aussi? C'est tout ce que je demande. Après, on n'en parlera plus. Je vous ferai remarquer le plus pacifiquement du monde qu'elle n'est pas encore majeure. Je lui transmettrai votre courrier. Où se trouve-t-elle? Où qu'elle soit, elle se sent désormais sous sa sauvegarde. Et c'est ce qui importe pour elle aujourd'hui. Vous nous l'aviez confiée, craignant pour sa vie. Nous l'avons accueillie et mise hors de danger du mieux que nous avons pu. Aujourd'hui, son âme, son équilibre sont en danger. Elle craint la barbarie et les barbares. Elle ignore si elle est encore réellement appelée. Elle est comme vous, j'imagine, dans les ténèbres. Mais elle a entrevu la lumière. Elle se débat contre le désespoir qui noie son cœur depuis qu'elle a appris la perte de sa sœur chérie. Elle sent en elle le désir de se dévouer, de surmonter, de vivre. Elle se trouve au moment crucial du choix entre le désespoir et la foi. Mais comment peut-elle choisir? Elle ne connaît rien de la vie. L'étoile jaune sur sa poitrine, les rafles, sa fuite, sa sœur réduite à néant. Et elle ne connaîtrait rien de la vie. Trop. Elle connaît trop. Elle doit trouver un sens à tout cela. Mais il n'y a pas de sens! Pour vous peut-être, pas pour elle. Elle doit trouver sinon un sens, du moins une issue. Ouais. Et l'issue, c'est ça. Elle est loin d'ici. Présentement, dans le nord de la Belgique. Mais bordel, vous avez combien de succursales à l'étranger? Elle est toujours ailleurs. En 42, j'ai confié à votre collègue une enfant juive. Une jeune fille, Juive! non croyante, vous l'avez dit vous-même. Elle restera juive comme vous, mais de foi et confession chrétienne. C'est son choix. Elle prie pour vous jour et nuit. Priez pour elle, priez. Ah, c'est agréable de discuter avec vous, hein. Ah non, mais c'est exactement comme si on se tapait la tête contre un mur, hein. C'est parce que vous vous obstinez à marcher dans les ténèbres,
que vous cogniez la tête contre les murs. Je vous en supplie, ma sœur, arrangez-nous une visite, même brève. Attendons d'abord une réponse à votre lettre. Mais elle ne nous répond jamais. Devant qui, devant quoi doit-on s'agenouiller, Clara et moi? Ou se taper la poitrine, tête couverte, pour avoir une chance de revoir la seule fille qui nous reste? Ce titre, seule fille qui nous reste, ne vous semble-t-il pas bien lourd à porter, sans l'aide de Dieu, pour les frêles épaules d'une jeune fille? Gouvernement provisoire de la République française, ministère des Finances. Service de restitution des biens aux victimes d'actes et mesures de spoliation. 1, place 1, rue de la Banque, Paris 2e. Référence du dossier 2196 FC. À Monsieur Charles Spodek. Monsieur, afin de me permettre de contrôler l'application des dispositions de l'ordonnance 45-770 du 21 avril 1945 concernant la restitution des biens aux victimes d'actes et mesures de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, et j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me renvoyer par retour de courrier le questionnaire au verso après l'avoir rempli. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, le chef du service des restitutions. Question. Avez-vous introduit une demande de contestation de nullité en vertu de l'article 1er de l'ordonnance 45-770 du 21 avril 1945? Avez-vous introduit une demande d'annulation en vertu de l'article 11 de la même ordonnance? Si oui, devant quel tribunal, civil ou de commerce et en quelle ville? Quel a été le résultat de votre action en justice? Prière de joindre, le cas échéant, le texte de l'ordonnance rendue. A-t-il été fait appel de la décision du tribunal, soit par vous, soit par votre acquéreur? La décision d'appel est-elle intervenue? Si oui, quelle est-elle? Prière de rejoindre le jugement. Avez-vous conclu un accord amiable avec votre acquéreur? L'avez-vous fait homologuer en justice par application de l'article 26 de l'ordonnance 45-770? Voulez-vous revendiquer vos intérêts? L'usurpateur enfin chassé, Charles et Clara exigèrent par lettre recommandée, c'est un ami versé dans ce genre d'affaires qui le leur avait conseillé, exigèrent donc le retour immédiat de leur fille à la maison et attendirent une réponse. Je suis avec elle dans son couvent. Je fore une dent. Je me retrouve à genoux à ses côtés, mains jointes. Qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas sa place. Je me remets à forer. Les yeux du patient fixent ma bouche. J'essaye de ne pas mordiller ma lèvre inférieure. Je lui fais mal. Son nez palpite, mais il ne dit rien. J'ai tellement souffert pendant la guerre. Je souffre encore. Je pourrais lui faire un trou dans la joue. Il ne dirait rien. Il a tellement souffert lui aussi pendant la guerre. Il souffre encore tellement. Il a perdu femme, parents,
enfant. Il vient de loin pour s'offrir avec moi. Il prend le métro à Stalingrad. Il est fier d'habiter Stalingrad. Il n'y a pas de dentiste plus près de chez toi à qui tu puisses raconter tout ça? Tu m'as déjà tout dit à Lozé, au dispensaire. Pourquoi me poursuivre? Pourquoi venir jusqu'à Château-Rouge? Ça n'est même pas direct en métro. Moi, ce que j'aime, ce sont les clients de passage. Ou mieux, ceux qui pensent encore venir chez l'usurpateur décoré. Ceux qui, sans scrupule, avec colère, repoussent mon bras à la moindre sensation de peur, de douleur. Ceux qui crient, ceux qui protestent. Avec eux, je ne peux pas me retrouver dans un couvent, ni déambuler dans un cloître avec des cornettes qui chantent à plein poumon plus près de toi, mon Dieu. Ni me retrouver dans le wagon avec Jeannette, ni entendre les aboiements des SS et des chiens. Non, avec ceux qui repoussent mon bras, je suis à mon affaire, à la lutte avec la peur et les douleurs que je provoque et endors. Arrêtez, vous me faites mal, gargouille le patient de passage. Je lève le pied, la roulette se grippe, je change la mèche, puis je me fixe œil dans œil. 2 secondes encore et c'est terminé. Serment d'arracheur de dents. Puis je refouille profond, traquant la pourriture intime. Il grogne, il geint. Patience, patience. Chaque séance a une fin. Puis je me remets à forer, ses yeux tournent en tous sens, appelant à l'aide. Allez, ne bougez pas comme ça, je vais finir par vous faire mal. Allez, c'est terminé, là. Crachez. Si vous avez mal dans 1 heure ou 2, prenez un aspro. Et ne mâchez pas de ce côté-là ce soir. À la prochaine séance, je vous la dévitalise. C'est ça. Je tue le nerf. Il ne vous fera plus jamais mal. Jamais. Personne pour dévitaliser ma colère, ma douleur. Pas d'aspro, pas de gaz hilarant, jamais. À perpète. Condamné. Condamné à errer dans un cloître. Ou à suffoquer dans les douches avec Jeannette. Les enfants qui ont perdu leurs parents sont orphelins, mais il n'y a pas de mot pour désigner les parents orphelins de leurs enfants. Peut-être, en yiddish, ce mot existe-t-il? Il doit exister. S'il n'existe pas, il faut le créer d'urgence. Il manque un mot en yiddish surtout. Un mot nécessaire, un mot utile, un mot commun, un mot pour nommer les parents qui ont perdu leurs enfants. Les nuits chez les Spodek étaient plus longues que les jours. Ils allaient tous deux d'une pièce à l'autre. Que tu aies 100 maisons. Dans chaque maison, 100 pièces. Dans chaque pièce, 100 lits. Et que toutes les nuits, tu te jettes d'un lit à l'autre sans jamais trouver de repos. La nuit, les Spodek errent, se heurtent, se croisent, et même quelquefois se parlent comme des êtres humains, ou presque. Quel genre de parents sommes-nous pour que l'unique enfant qui nous reste se détourne de nous? Alors si t'as que ce genre de questions à poser, va te coucher. Va te coucher toi-même. Alors
moi je lis et je pose pas de questions. Qu'est-ce qu'ils disent? La Troisième Guerre mondiale. Déjà? Ils en parlent depuis des mois, des années, et toi tu dis déjà. Dis-toi qu'elle est partie, qu'elle s'est mariée. Toutes les filles quittent un jour le domicile de leurs parents. Les parents en échange ils gagnent des petits-enfants. Ouais, ben on s'en passera. Ils deviennent grand-père, grand-mère, pépé, mémé, Zaïdé, Boubé. Qu'est-ce qu'on a mal fait, Charles? Si on avait été pris, toi et moi et ta Jeannette, elles seraient très bien débrouillées toutes les deux. Elles auraient trouvé deux bons maris et auraient prénommé leur premier-né Charles ou Clara. Et elles auraient raconté à leur belle famille quels parents extraordinaires nous étions. Et même eux auraient fréquenté la synagogue pour y faire lire la prière des morts en notre honneur. Et même, elles auraient allumé des bougies. L'une est en cendres, l'autre est enterrée vivante. Enfin, va te coucher. Tu te souviens l'été 37 à Arcachon? Arcachon, c'était 38. 38, d'accord. Tu avais fermé le cabinet presque un mois. Alors c'était 37, ou le gâte. Elle n'arrêtait pas de rire, de courir, de sauter dans les vagues. Toi, toutes les 2 minutes, tu leur demandais de sortir de l'eau. Elles ne savent pas nager, et moi non plus. Tu as toujours eu peur, Charles, toujours. Ouais. C'est comme ça que j'ai conçu mon rôle de père. Ne jamais avoir peur. Ne jamais se laisser dépasser. Toujours prévoir le pire. C'est le pire du pire qui nous est tombé dessus. Moi aussi, j'avais peur pour elle, tu sais. Toujours. Si l'amour se mesure à l'aune de la peur qu'éprouvent les parents pour leurs enfants, alors aucun enfant au monde n'aura été plus intensément aimé que les nôtres. Charles, Quoi? si on faisait comme la sœur a dit, De quoi tu me parles? la supérieure, Et qu'est-ce qu'elle a dit? prier. Prier? Prier? Ne crie pas. Si on y retourne et qu'on dit qu'on veut bien se faire, et même prier si ça peut nous rapprocher de... Ah mais... Non, 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 pardon, fous-moi la paix, va te coucher, va te coucher. Elle a dit qu'on pouvait prier, et même en restant juif, et même si ça peut nous aider à... Ah mais pardon, excuse-moi, mais on croit. On croit à quoi, Charles? Eh ben à ça. À ça quoi? Eh ben on croit qu'on ne croit pas. Voilà, c'est à ça qu'on croit. Ne pas croire. Eh ben chaque jour, moi j'y crois davantage. Et puis qu'est-ce que tu me fais dire, Clara? Qu'est-ce que tu me fais dire? On est juif, juif, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que ça veut dire? Elle a dit qu'on pouvait rester juif. Allez, va te coucher, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Laisse-moi espérer la Troisième Guerre mondiale dans un minimum de calme et de sérénité. On peut pas parler avec toi. Non, on peut pas. Non, allez, va te coucher s'il te plaît avant que je me mette sérieusement à hurler. Charles, les voisins dorment. Et alors? J'ai peur de les réveiller, tu crois? Eux aussi, non, ils dormaient. Quand les flics et les gestapettes sont montés à la maison, le monde entier dormait. On peut pas causer avec toi. Non, on peut pas. Surtout pour dire des conneries. Charles. Des conneries. Non mais tu t'es entendu? Tu m'as proposé de me convertir, moi? Tu crois que parce qu'on ne croit pas en un Dieu quelconque, on peut renier comme ça ses convictions et changer vite fait bien fait l'Ancien Testament pour leur Nouveau? Personne ne s'est jamais converti dans la famille. Mais eux étaient croyants, Charles, nous on... Personne ne s'est jamais converti. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est moi non plus, qu'est-ce que tu crois? Voilà. Voilà. Charles, viens te coucher. Je dirai pour rien. C'était juste histoire de parler. Viens. Pour ne pas frustrer davantage le lecteur, auditeur, spectateur, avide de controverses théologiques, ni ceux et celles à la recherche d'une définition précise et concise répondant à la question « Qu'est-ce qu'un juif ?» Surtout lorsqu'il se prétend non-croyant. L'auteur livre, en supplément de programme, 2 réflexions.
l'une attribuée sans garantie à Jean-Paul Sartre, est juif qui ne nie pas qu'il l'est quand il l'est. Bon, l'autre, extraite d'une brochure non diffusée, éditée à compte d'auteur et sous pseudonyme, vers 1912 à Varsovie, en russe et en espéranto. brochure rédigée par le docteur Lazare Zamenhof, ophtalmologiste, ex-militant sioniste, créateur et promoteur de l'espéranto. Persécutez les juifs tant que vous le voudrez. La judaïcité ne disparaîtra pas pour autant. Faites des athées de tous ces juifs. La judaïcité ne disparaîtra pas et tous ces athées continueront à se dire juifs. Enfin, pour éclairer définitivement les lanternes obscures, voici une définition proverbiale et yiddisante datant d'avant la catastrophe. Un juif, c'est très facile à reconnaître. Ça a une tête, 2 yeux, un nez, une bouche et 2 oreilles. Et surtout, ça parle yiddish. Même les petits-enfants parlent yiddish. Ce qui tenterait à approuver à ceux qui en douteraient encore que le yiddish est de toutes les langues de la terre la plus simple à comprendre et à parler. Voilà. Pour plus de détails, consultez Google ou n'importe quelle autre bibliothèque de près, rayon judaïca hébraïca. Prévoir cependant de copier loisir afin de tenter d'absorber puis de décanter le substrat des rayonnages consacrés à la question. En attendant, retournons au cœur de la nuit, métro Château Rouge, là où se perdent et errent les spolets. Charles, tu dors? Tu dors? Je sais pourquoi. Si, je sais. Je la comprends. Et même malgré moi, je l'approuve. Elle cherche un chemin, son chemin, pour rejoindre Jeannette, pour ne pas la quitter, pour ne pas la laisser seule, ni dans les wagons, ni sous les gaz. Elle a besoin de croire qu'un jour elles se retrouveront dans un monde, comment dire, un autre monde, un monde meilleur. Oui. Elle a trouvé un chemin qui la rapproche de Jeannette, mais qui forcément l'éloigne de nous. Comme Jeannette, elle ne sera jamais femme. Elle ne connaîtra jamais l'amour charnel. Elle restera vierge pour toujours. Comme Jeannette, ses cheveux, ses longs cheveux, leurs longs cheveux sont coupés ras, tondus. Elle ne peut pas venir la pleurer dans nos bras, non, elle ne peut pas. Elle sait qu'ici, le mot mort est un mot définitif, sans recours, sans issue. Elle sait qu'ici, les cendres sont des cendres et resteront cendres à jamais. Elle a trouvé un refuge. Un lieu où le ressuscité fait loi. Un lieu où la mort est provisoire. Un lieu transitoire, temporaire. Un lieu où règne la grâce. Elle a peur de voir notre souffrance. Peur de lire sur notre visage l'annonce que Jeannette, sa Jeannette, notre Jeannette, est morte. 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 Envolée. Réduite en fumée. Dissoute dans le ciel glacial de Pologne. Et elle nous en veut. Et elle s'en veut aussi. Jeannette est morte. Sa sœur, notre fille, est morte. Et nous vivons. Nous vivons tous les trois. Nous vivons malgré tout. Elle nous punit pour ça. Elle se punit aussi, malgré elle. Le plaisir, le plus petit plaisir, est interdit pendant toute la durée du deuil. Et comme notre deuil à tous trois sera sans fin, il n'y aura plus jamais de plaisir. Ni pour elle, ni pour nous. Où qu'elle soit, où que nous soyons, la douleur. Qu'est-ce qu'elle ferait ici, chez nous? Elle reprendrait ses études? Elle fréquenterait, comme on dit, d'autres enfants de déportés? Le jour, peut-être. Mais la nuit, Charles, la nuit, elle errerait comme nous,
d'une pièce à l'autre, sans jamais trouver le sommeil. Là-bas, derrière les hauts murs, elle se lève à l'aube, répète les mêmes mots, les mêmes gestes, chuchote les mêmes prières. Les Je vous salue Marie, pleine de grâce. Peut-être même qu'elle chante avec les autres vers toi. Ainsi, l'esprit libre, elle peut se rapprocher de Jeannette, abolir l'atrocité, la barbarie, nier l'horreur. Attendre, espérer l'instant où dans un autre monde elles se retrouveront et reprendront leur jeu. Ce n'est que là, réunies de nouveau, qu'elles se souviendront de Charles et de Clara, leurs parents bien-aimés. Tu sais, il me vient à moi aussi parfois, si c'est vrai, comme une bouffée de prière. Où que tu sois, qui que tu sois, la prochaine fois que tu fais un monde, applique-toi. Applique-toi, je t'en prie. Pense que des êtres humains doivent y vivre. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais me coucher. Mais c'est bientôt l'heure de se lever. Ça va être encore une belle journée. C'est eux? À qui veux-tu que ce soit? Pas un client quand même. Bah non, parce qu'un client bouche ouverte, il finit toujours par se taire. Oui, Bah lui, il parle même la bouche pleine. c'est ton cousin, pas le mien. Oui, porte ta blouse. Bah attends, si c'était encore un client. Charles. Clara! Clara! On s'embrasse, non? On s'embrasse, Max. On se voit tous les 36 mois, mais le rien, non? Alors, où est le grand homme? Encore à trifouiller dans les dents d'autrui? Il arrive, il se change. Ah, c'est bien ça. Alors, comment vont les affaires? Beaucoup de dents avariées? C'est l'argent qui manque, pas les caries. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Tiens, je vous ai dégoté une bouteille de vin de Bordeaux cachère. Oh, il fallait pas, Mauricette. Charles, mon vieux! Ah, ah. Là, sans vouloir te commander, mieux vaut l'ouvrir maintenant que le vin respire. C'est un vin cachère. Ouais, bah il doit respirer, même boucher. Alors. Un soir comme ça. J'étais à deux doigts de vous inviter à la maison. On voulait faire un grand truc avec les gosses. Enfin, j'ai pensé que... Oui, on a pensé qu'un petit comité, c'était très très bien. Hein. Ça nous a touché que vous pensiez à nous inviter un soir comme aujourd'hui. Un mercredi. Mercredi. Le soir de Pâques? Ah oui. On s'est dit, ils nous invitent à un CDR chez eux. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas refuser, non? Qu'est-ce qu'on fait? On y va! Alors, on a décommandé les enfants, et nous voilà. Vous mangez cachère?
Oh, pas tous les jours, mais les soirs de fête, oui. Ah, vous êtes croyant? Croyons, nous? Non. On ne peut pas dire, mais on respecte les traditions, surtout pour les enfants et... Sinon tout va disparaître, hein, et puis Hitler aura gagné. Eh, chez moi, il a déjà gagné. Vous voulez boire quelque chose? Mais oui. Ouais, eh ben moi, je vais me laver les mains. Attendez, on peut pas, on fait pris 12 d'abord. Je vais me laver les mains. Ah, mais... Enfin, j'ai rien pour... Ah, mais moi j'ai tout prévu, j'ai même les herbes amères. On savait pas, enfin, on sait plus du tout la date des fêtes, comment on vit, tout ça. Je m'excuse, Morissette, mais vaut mieux rien faire. Vaut mieux rien faire. Les hors d'œuvre sont sur la table, il va revenir. Allez-y. C'est fini? Pardon? Alors, Bon, bon appétit. C'est pas tout à fait caché, alors, si vous voulez pas du Ah non, mais laisse-moi, je suis un spécialiste. Jambon de porc, je te baptise, jambon d'oie. Ça y est, vous pouvez manger. Et qui mange cachère? C'est juste les jours de fête, d'accord, hein. Et encore, c'est très rare, très rare. Devine qui c'est qui est mort. C'est temps-ci ou il y a quelques années? C'est temps-ci? J'ai vu passer personne de connaissance dans le monde. Bloomberg? Ah non, lui, il est très mal. Ah, justement, je me disais que... Non, il est au plus mal. Alors? Non? Vous donnez votre langue? Talent de bombe. Le président. Le président. Roger, oui. Mais de quel président et de quel Roger tu parles? Roger Tannenbaum, le président de l'avenir fraternel. Tu ne l'avais pas dit. Vous le connaissez? Oui, Tannenbaum. C'est Charles et moi qui l'avons bien connu. Il était un peu plus âgé que nous, non? Oh, à peine. De génération entre nous et nos parents. Il a résisté à tout. Et là, emballé ses pesées en moins de 15 jours. Mais il m'a soigné. Penses-tu? Il connaissait tous les plus grands médecins? Ouais, bah justement. Mais non, quand c'est ton heure, voilà. Alors? Alors quoi? Ouais, tout. Toujours au même point. Non, Charles, tu es un grand garçon, hein, je ne me permettrai pas de te donner le moindre conseil, mais hein, tu as fait la faculté, tout ça, hein, monsieur, hein, mais tu dois prendre un avocat. Un avocat? Il faut prendre un avocat. C'est ça, je vais faire un procès à ma fille. Mais qui te parle de faire un procès à ta fille? Tu assignes le couvent pour non-restitution d'enfants et la religieuse aussi. Allez hop! Ouais, bah oui, il y a 19 ans. Ouais, elle n'est pas majeure. Tu prends un avocat et tu leur fiches la trouille. Crois-moi. Écoute, si tu ne vas pas voir un avocat, va au moins voir Kaplan. Oscar Breiner, l'oncle de Morissette. Il joue avec lui au Ramis tous les jeudis avant-guerre. Kaplan le grand rabbin. Ah oui. Depuis qu'il s'occupe des enfants finalistes, tu as vu le point que ça fait? Lui, il s'adresse directement à l'archevêque. Mais il peut monter plus haut, beaucoup plus haut. Il décroche son téléphone et oh! Qu'est-ce qu'on risque, Charles? Mais je ne veux pas faire deux fois. Je ne veux pas que ça devienne une affaire théologique entre l'archevêque et le grand rabbin. Elle rentre d'elle-même si elle en a envie, point à la ligne. Supposons qu'elle la retienne de force. Oui, bah oui, à 19 ans, bientôt 20. Elle n'avait que 14 ans quand... Oui, bah à 19 ou à 14, elle connaît son adresse, non, notre adresse. Elle vient d'elle-même si elle en a envie, ou elle rentre pas. Et suppose qu'elle sache même pas qu'on est vivant, elle. Mais Clara, arrête! Arrête, ou qu'elle soit, elle peut venir vérifier sur les morts ou vifs, non? Elle est peut-être venue quand c'était les Bertrand. Peut-être que les sœurs l'empêchent de sortir. Y'a pas de dessert! Charles, on a pas mangé de la vraie. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Le déluge? Non, c'est juste après. Je t'aime. Tiens, je me taperais bien une goutte de ton vin gâchère, moi, tiens. Sérieux, hein, Charles? Ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas discuter sérieusement sur la fond avec toi. Hein? Non. N'écoute pas les conseils. Non, non, on peut pas. Surtout quand on vient m'emmerder à la maison avec des histoires à la con. Non, Charles! Prends un avocat, va voir un rabbin. Chaque fois que je te vois, c'est la même chose. J'attends le jour où tu vas m'envoyer chez ta cartomancienne. Non, mais Charles, je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser me parler sur ce ton, hein? Ah ouais? Eh ben, qu'est-ce que tu vas me faire? M'envoyer ton avocat? Ton rabbin? Je peux aussi te foutre mon poing sur la gueule. Ah ouais?
Ah oui, alors ça, tu vois, c'est ce dont j'ai le plus envie depuis quelques années. Vas-y, fous-moi ton poing sur la gueule. Je sais à quel point tu souffres. Mais arrête avec ma souffrance! Vas-y, fous-moi ton poing dans la gueule que je souffre enfin pour quelque chose! Le plat de résistance! Écoute, on s'en va, la souffrance se rend fou. Hein. Ah, des promesses, hein, toujours des promesses. Charles, qu'est-ce qu'on tu parles? Mais c'est monsieur, il se propose de me foutre son poing sur la gueule, et ben il se taille comme un pécule. Allez, vas-y, fous-moi ton poing sur la gueule! Sans avocat, sans rabbin, vas-y! Mais Charles, tu ne peux pas parler comme ça un soir comme ça! Ah ouais, et on parle comment un soir comme ça? Ah, écoute, ça suffit, viens, on s'en va. Je suis désolé, Clément. Et tu as brûlé ta nappe! Bon, bah moi ça m'a mis en appétit. Moi. Bon, alors, vous partez ou vous mangez? Petite note en bas de page. En ce qui concerne l'affaire des enfants Finali, sachez que les deux fils du docteur Finali et de son épouse, tous deux morts en déportation, furent placés en 1943 chez une certaine Madame Brun, qui les fit baptiser en 1945 et qui, de ce fait, refusa de les rendre aux survivants de la famille Finali, qui les réclamaient après avoir retrouvé leurs traces après bien des tracas et des difficultés. Ce ne fut que lorsque le grand rabbin Joseph Kaplan, appuyé par un comité de soutien et une campagne de presse musclée, intervint directement auprès des hautes autorités catholiques que la restitution des enfants Finali put être envisagée. Après des années de procédures et d'affrontements théologiques, les enfants Finali furent rendus en 1953 exactement à leur famille et au judaïsme. Voilà. Maintenant, retournons chez les Spodek. Max et Morissette ont promis de remettre cela l'année prochaine, avec un vrai céder cette fois, avec enfants, petits-enfants, questions-réponses, etc. Tu sais quoi? N'invite plus jamais personne à manger. Je pensais te faire plaisir. Ah, tu sais ce qui me ferait plaisir. Je sais. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je connais les doses des produits. Hein. Le gaz hilarant à dose ultime. Se faire littéralement péter de rire. Par exemple, si ça peut te faire plaisir. Ouais, mais qui c'est qui me fera la piqûre? Moi je peux. Ah bah oui, mais qui c'est qui te la fera à toi? À moi? Il faut que je reste derrière toi pour liquider le cabinet, organiser tes obsèques. Ah oui, non. Non, d'abord, je ne... Non, tu vas tout donner aux petites sœurs des pauvres, toi je te connais. Non, et puis je vais pas faire ce qu'Hitler n'a pas réussi à me faire. Hein. J'attendrai. T'attendras quoi? Mon heure. Loué sois-tu notre Dieu, toi qui pars le fruit de la vigne. Non, c'est rien, je lis l'étiquette. Bordeaux supérieur, certifié cachet. Tu te souviens des prières de Pâques? Alors, loué sois-tu, éternel notre Dieu, toi qui nous as commandé, ou ordonné, je ne sais plus, de manger des herbes amères, enfin des herbes amères. Loué sois-tu, ô Éternel notre Seigneur, qui nous a commandé de sortir d'Égypte, là où Pharaon nous réduisait en esclavage. C'est après ça qu'on dit à l'an prochain à Jérusalem. Alors, à l'an prochain? Bah, à Jérusalem, ou ailleurs, mais ensemble.
juillet 1953. Très chers parents, il y a quelques jours, je suis devenue sœur Marie-Thérèse de la résurrection du Christ. J'ai beaucoup pensé à vous. Je pense beaucoup à vous, à votre tristesse, à votre douleur, à votre désarroi. Je prie pour vous. Pardon, mais je ne puis faire que cela. Je prie pour Jeannette. Elle reste et restera dans mon cœur pour toujours. Demain, dans quelques jours, je partirai loin, très loin, dans un pays où des enfants meurent et où des parents souffrent. Partout où pleurent des parents, je voudrais être présente. Partout où des parents pleurent leurs enfants, je veux être présente. Pour consoler, soigner, aider, servir. Avec mes maigres forces et l'aide du bon Dieu. Sachez que je vous emporterai dans mon cœur, où que vous soyez, où que je sois. Nous resterons, Jeannette, Clara, Charles et moi, une famille, la famille Spodek. Que la grâce de Dieu apaise votre immense souffrance, vous apporte consolation, force et courage. Je sais que vous n'en manquez pas, que vous n'en avez jamais manqué. Votre fille qui vous aime, sœur Marie-Thérèse. PS, vous pouvez continuer à m'écrire via sœur Marie-Paul, notre mère supérieure, qui me transmet fidèlement vos lettres, que je lis toujours avec une infinie tristesse et un très grand bonheur. Si tu veux la relire, va dans la chambre. Relire quoi? Va dans la chambre. Je mange si tu permets. Alors lui, il lit à table, moi. On a une lettre? Encore? Une lettre de Gisèle. Gisèle? Quelle Gisèle? Gisèle de Toulouse. Gisèle de Toulouse. Celle qui vit en Israël. Alors, quel rapport avec Toulouse? Je te parle pas de Toulouse. Je te parle de Gisèle, ma cousine. On l'a surnommée Gisèle de Toulouse pour la différencier de mes deux autres cousines qui se prénommaient aussi Gisèle, qui n'étaient pas de Toulouse et qui ont été prises toutes les deux. Ah ouais, bah, donc alors, il reste qu'une Gisèle. Voilà. Elle vit en Israël. Pourquoi rester, Charles? Maintenant les Juifs ont un pays. Ah non, alors moi j'ai déjà un pays et j'ai déjà eu assez d'ennuis avec lui, merci. Hein. Charles, Et puis qu'est-ce que j'irai faire là-bas? qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah oui, c'est ça. Je vais aller dans un pays où il y a plus de dentistes que de dents creuses. Pourquoi tu dis ça? Ben parce qu'un pays pour juifs, c'est forcément bourré de toubibs et de dentistes. Mais de malades, Charles, surtout de malades. Ils arrivent là-bas du monde entier avec leurs douleurs, leurs souffrances, leurs chagrins, leurs dents aussi. Tu l'as déjà lu, c'est celui d'hier. Oui alors? Alors, on m'a parlé d'une jeune femme qui arrive du Maroc. Une Marocaine. Non, 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 une comme nous. Comme nous quoi? Juive. Ashkénaze. Non, non, juive de là-bas. D'où? Du Maroc. Et alors? Bah alors quoi? Quel rapport avec Gisèle de Toulouse? Elle cherche un cabinet dentaire. Qui cherche un cabinet dentaire? Cette Marocaine. Eh ben dis-lui qu'elle aille s'installer en Israël. Moi, je la connais pas, moi. Hein. Bah pourquoi tu m'en parles alors? Elle veut s'installer à Paris. Bah je comprends ça. Elle est pas bien au Maroc? Ses clients partent du Maroc. Il n'y a plus de dents pourries au Maroc. Ses clients partent du Maroc, elle part aussi. Et en quel honneur? Oh, mais est-ce que je sais, moi? C'est toi qui lui demandes jour et nuit, pas moi. Oh, bon, surtout
la rubrique nécrologie. Hein. Bref, elle suit ses clients, elle s'en va. Eh ben, elle a tort, eh ben, les clients aussi. Pourquoi elle a tort? Parce que la Troisième Guerre mondiale sera bien moins terrible là-bas qu'ici. Oui, et ben trop tard, tant pis pour elle, elle est déjà partie. Elle cherche à s'installer, à reprendre une clientèle. Enfin, comment dire Non, dis rien, je vois. Enfin, j'ai pensé... Mais à quoi ça te sert de penser? Je ne supporte plus d'être ici! Je croise une bonne sœur et j'ai des jambes qui flanchent et des palpitations pendant des heures. Et je te dis rien, les gendarmes, les flics, les voisins dans l'immeuble, ça me... Ainsi, grâce à l'obstination de Clara, l'auteur âgé de 14 ans et 3 mois, eut rendez-vous avec une brunette à accent et forte poitrine, d'humeur toujours égale, ne se mordillant jamais la lèvre, vêtue hiver comme été du blouse rose à manches courtes, et surtout, bonheur suprême, s'écroulant de rire au moindre mot que gargouillait JC. Souvent, et spécialement pour traiter les dents du fond, dites de sagesse, elle devait frôler ou carrément prendre appui sur l'un des bras de JC, et ceci avec la partie la plus proéminente de sa blouse rose. JC alors n'osait plus bouger, de peur de perdre le contact. Il cessait d'être préoccupé par la douleur ou la crainte, et il se concentrait sur cette inexplicable chaleur qui finissait par embraser une autre partie de son anatomie. Et ce que Spodek n'avait réussi à obtenir avec des sermons et des promesses, la blouse de la Marocaine l'obtint aussitôt. JC prit alors l'habitude de se laver les dents avec énergie, et tout spécialement quand il devait se rendre à son rendez-vous hebdomadaire. Clara n'étant plus là, Suzanne, sans que JC n'ait à le lui demander, renonça à l'accompagner. Par contre, JC exigea un pantalon long. Un pantalon long pour aller chez le dentiste. Et puis quoi encore? Tu me vois assis en culotte courte, les jambes à l'air. Tu ne faisais pas tant d'histoire avec Spodek. Un apprenti ne peut pas se promener partout en culotte courte. Pourquoi pas? Ça le fout mal. Et qu'est-ce qu'il a fou mal? On voit mes genoux. Et alors, on voit bien les miens. Je veux un pantalon long. Mets ton pantalon de golf, celui que je t'ai acheté pour la bar mitzvah de ton frère. Pour avoir l'air d'un livreur de vélo. Il obtint son pantalon long, et pendant des décennies, il considéra la blouse à manches courtes comme l'accessoire le plus troublant de l'érotisme vestimentaire féminin. Crachez! Et qu'est-ce que je vais devenir, moi, hein? Il y a d'autres dentistes entre Stalingrad et Château-Rouge. Et comme vous, à qui on peut causer les dentistes qui savent ce que c'est que la vie, la Yiddishkeit, la souffrance. Tous les dentistes que je connais à part vous sont sionistes. Et voilà justement que c'est vous qui partez le premier et qui partez là-bas. Non mais... Crachez! Vous savez pourquoi on n'aurait jamais dû faire un État juif avec des frontières et tout? Nous, les juifs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a toujours eu beaucoup d'ennemis. De tout temps, on a toujours eu beaucoup d'ennemis. Alors, il y avait une sorte d'ennemis qu'on n'avait jamais eu, c'était des ennemis héréditaires amassés aux frontières. Et ben là, vous avez vu, à peine on a un État et des frontières que déjà, on a des ennemis amassés aux frontières. Sans avoir perdu un seul de nos anciens ennemis. Non.
Non, moi je veux dire, le sionisme, c'est comme le communisme. C'est très bien d'être sioniste ou communiste en France, tant que la France n'est ni sioniste ni communiste. Vous pigez? Fermez votre gueule et ouvrez votre bouche. Voilà, exactement. Comme ce que ma mère me disait quand elle voulait que je mange. Ferme ta gueule et ouvre la bouche. Et quel autre dentiste me parlerait comme ça, hein? Exactement ce qu'elle disait. Là, je crache? Non, vous ne bougez pas. Je crache? Ah! Serrez bien les dents. C'est pas un état qu'il nous aurait fallu. C'est carrément une autre planète. Une autre planète dans une autre galaxie. Parce que, vous voyez, nous, les Juifs, Voilà, on a... c'est terminé. Crachez. Alors, c'est la dernière. Ah. Non, vous allez me manquer. Ah, vous savez le cabinet est repris, hein? Oui, je sais, votre femme me l'a dit, par une femme. Et vous me voyez, moi, raconter ma vie à une femme qui vient des pays chauds? Oui, mais pour soigner vos dents. Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Il y a de très bons dentistes vers chez moi. Non, vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous plutôt pour vous et pour votre femme. Allez. Petite blague, par route? Ah, désolé, on m'attend. Quoi? Vous avez une salle d'attente, non? Allez, c'est le moment de l'amortir. Non, je n'aime ni les blagues, ni faire attendre les patients. Allez, petite sur le pouce. Ah, je crois qu'on m'attend. Charles! La Marocaine est là? L'usurpatrice légitime vient s'emparer du trône. Voulez-vous que je vous présente? Non, alors, allez, une rapide. allez, comme ça. Oh. Vous me dites shalom, et moi je vous réponds shalfam. Vous pouvez rire, hein, c'est la chute. Ça se voit pas là, mais je ris. Ah là, monsieur Charles. Le monde entier préfère rire que pleurer. C'est à nous de nous habituer. Ah, pourquoi ça bouge comme ça? On est sur l'eau. Ah, merci pour le renseignement, hein. C'est un plaisir de voyager avec un guide tel que toi. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Ça va pas? Ah, j'ai dû bouffer une saloperie. Sale goût dans la bouche. Tu te souviens l'excursion sur
le rein. Et ça prouve quoi que t'aies mangé pareil que moi? Tu avais peur que les petites chopent les mal de mer. Le mal de rat! Total, c'est toi qui l'as chopé. Il a fallu que je te tienne la tête pendant toute la fin de la croisière, tout en recoiffant leur poupée alsacienne et en jouant en bateau-ciseaux avec... Qu'est-ce que tu dis? Rien, je me parle en dedans. Et qu'est-ce que tu te dis en dedans? Je m'engueule. À quel sujet? Ben, je dois moyennement aimer quitter mon pays, ma rue, ma langue, ma maison. On sera censé parler quelle langue là-bas? L'hébreu? Eh ben voilà. Voilà quoi? Eh ben l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ça viendra vite. Ouais, ben que je sache déjà, j'ai vomi en hébreu. Il donne des cours à l'arrivée. Non, laisse. Faut que tout sorte. Il leur faut un homme neuf pour leur pays neuf. Gisèle nous aidera aussi. Et si tu te mettais les doigts dans la bouche? Non. Faut que ça sorte tout seul comme ça rentrait. Malgré moi. Est-ce que tu as de la fièvre? Non, quoi? Est-ce que tu as mal à la tête? Ouais, bah tu me demanderais où j'ai pas mal, on gagnerait du temps, hein. Charles, Quoi? les photos. De quoi tu me parles? Les photos, nos albums photos. Au garde-meuble. Garde-meuble. Ouais, avec les livres, les bibelots, les jouets. Tous nos souvenirs au garde-meuble. Ouais, trop lourd à traîner. On avait dit qu'on gardait les photos, non? Oh, bah, s'ils avaient eu de la place, alors moi je me serais volontiers laissé en dépôt chez les Carl Berston avec le reste du superflu. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Toi aussi, tu entends? Ah oui, j'entends. C'est pas que dans ma tête, alors? Ah non, c'est aussi dans la mienne. Va voir. Bah oui, qui d'autre? On va dire dans mon état, je peux pas, moi. Charles, c'est horrible! Ah ouais, c'est dégueulasse, mais au moins c'est sorti. Il y a des sœurs partout! Et elles chantent, tu savais! Passe-moi un chiffon. Quel chiffon! Oh, n'importe. Et vous? Bah là-bas, sur leur lieu saint. Quel lieu saint? Mais là-bas, chez nous. Non, c'est les histoires de bonnes sœurs, ça m'a toujours fait rire, moi. Elles chantent bien, hein. Qui? Les nôtres. Je vais les voir. Qui? Les nôtres. Bah, tu fais attention, tu prends pas froid? Ah bah on se sent tout de suite plus léger, hein. Voilà. Le temps de quitter l'Espodec est venu. Il vogue vers toi, terre promise. Il vogue, ignorant tout du pays promis. Il vogue entre mal de père et mal de mère. Bientôt, le navire aura dépassé Chypre et après une courte escale, filera vers la terre promise. Si la production est très riche, Ce que l'auteur souhaite ardemment. On pourra découvrir tout en haut du théâtre, dans un coucher de soleil lumineux, quoique artificiel, Charles et Clara découvrant la terre promise. perdus dans une foule d'aspirants à l'oubli et à une vie nouvelle. au coude à coude avec des nonnes, nonnettes, prêtres
Pope et pasteur en uniforme de pèlerin, tous et toutes étreints par l'émotion, la foi et l'espérance. Sinon, on se contentera d'associer le noir au silence, à moins que le son lointain d'un muezzin ne nous fasse brusquement dresser l'oreille.